Bonsoir. Alors ce soir, on va voir ensemble une partie de la thermodynamique très intéressante qui fait partie du programme de la première année, mais ça reste très important, même en deuxième année, surtout quand on fait l'étude des machines frigo, qu'il faut intervenir le changement d'état du fluide étudié. Très bien. Alors pour commencer, on va voir la variance d'un corps pur. Eh bien, la définition la plus simple, eh bien, pour un corps pur, eh bien, c'est tout simplement la variance, c'est le nombre de constituants C plus 2, généralement température et pression, moins le nombre de phases. Évidemment, ici, dans le cas d'un corps pur, nous avons un seul constituant, donc C égale à 1. Mais phi, ça peut prendre 1, ça peut prendre 2, bon, et particulièrement 3. Alors, prenons le cas d'un corps pur monophasé. Donc, C égale à 1, une seule phase, phi égale à 1. Par exemple, phase liquide, ou bien solide ou bien gazeuse. Et bien voilà, donc, nous aurons la variance est égale à 2. Alors, le système, il est bivariant. Alors, ça veut dire quoi bivariant? Ça veut dire tout simplement que pour définir l'état du système, il me faut deux paramètres. Donc, connaître la température, eh bien, ça ne peut pas définir l'état du système. Donc, je ne peux pas connaître, par exemple, la pression. Je peux donner à la pression des valeurs indépendamment de la valeur choisie pour la température. Exemple, eh bien, le cas d'un gaz parfait, eh bien, PV égale nRT, je peux très bien fixer la température et faire varier la pression du système, eh bien, du gaz. Alors, le cas qui nous intéresse ici, c'est le cas d'un corps pur sous deux phases, donc en équilibre sous deux phases, par exemple liquide, vapeur. Eh bien, nous avons C égale à 1, phi égale à 2, par suite, la variance est égale à 1. Eh bien, cette fois-ci, ça veut dire quoi, la variance égale à 1, ou bien un système monovariant? Ça veut dire tout simplement que si la température est fixée, automatiquement, eh bien, la pression est déterminée. Donc, nous aurons bien une relation entre la température et la pression. Par exemple, eh bien, si vous faites bouillir de l'eau, évidemment, sous la pression atmosphérique, par exemple 1 bar, eh bien, il est évident que l'ébullition de l'eau commence quand la température atteint 100 degrés C. Et tant que vous avez ébullition, eh bien, tant que la température est égale à 100 degrés. Parce que, évidemment, la pression étant fixe, P égale F de T, la température sera automatiquement fixe. Alors, ce qui est très intéressant dans le cas des changements d'état d'un corps pur, c'est les diagrammes. Alors, les diagrammes, c'est très important. Eh bien, on va commencer par le diagramme P fonction de la température. Eh bien, nous avons ici évidemment, notre espace est divisé en deux parties. Eh bien, à gauche, vous avez l'état solide pour les faibles températures. Eh bien, à droite, évidemment, pour les fortes températures, vous avez liquide. Mais évidemment, pour certaines conditions physiques, de température et de pression, eh bien, on aura un équilibre solide-liquide. Par exemple, supposons que la pression est P0. Alors, on est là, par exemple, eh bien, l'état du corps est solide. Supposons que je chauffe mon système, eh bien, la température va augmenter, eh bien, le solide devient de plus en plus chaud, eh bien, ça ne peut pas durer longtemps parce que, arrivant à cette température-là particulière, T0, ici, eh bien, on va observer la fusion du solide. Donc, on va observer les deux états, solide et liquide. Et tant que vous avez le solide et le liquide, c'est-à-dire tant que la variance est égale à 1, eh bien, la pression étant fixe, automatiquement, la température est aussi bien déterminée pour savoir T0. Par exemple, eh bien, comme vous le savez, sous pression de 1 bar, eh bien, la glace fond à 0 degré. On peut avoir aussi l'équilibre
liquide-vapeur. Et bien voilà, et bien, pour une température donnée, le changement d'état liquide-vapeur ne peut se faire que à une pression bien déterminée qu'on appelle la pression de vapeur saturante. Par exemple, pour l'eau, bien, à T égale 100 degrés C, bien, il y a ébullition de l'eau, la pression est automatiquement égale à 1 bar, c'est la pression de vapeur saturante à 100 degrés C. Bien, regroupons maintenant les deux courbes dans un même système, et bien, j'ai le solide, donc j'ai trois zones ici, donc j'ai le solide, après j'ai un changement d'état, j'augmente la température dans ce sens, et après j'ai le liquide qu'on va chauffer, bon jusque là il y aura changement de phase. Mais on peut observer aussi le passage directement de l'état solide à l'état vapeur, c'est la pression imposée à inférieure à cette pression-là, qui correspond à ce point-là qu'on appelle le point triple. Alors, si on est par exemple quelque part ici, eh bien, pour une pression assez faible, eh bien, quand on chauffe le solide, eh bien, il va passer à l'état vapeur directement sans transiter par l'état liquide. Voyons maintenant le diagramme P égale F de V. Donc, diagramme très intéressant. Prenons le cas, par exemple, d'un système liquide-vapeur. Donc, c'est le diagramme de Clapeyron. Donc, P en ordonnée, volume en abscisse. Et bien, on va prendre notre système, le corps étudié qu'on va mettre dans un récipient. Et on va fermer avec un piston que l'on peut évidemment déplacer. On peut donc comprimer notre fluide. Donc le fluide qu'on va voir ici, il va être soit vapeur, suivant les conditions, soit vapeur en équilibre avec le liquide, soit évidemment purement liquide. Alors notre système va être thermostaté à la température T0. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la température de notre système sera tout le temps T0 tant que la transformation, bien la compression qu'on va envisager est assez lente pour considérer qu'elle est quasi statique et par suite, tout le temps, la température est fixe à T0. Donc, on va pouvoir tracer dans le diagramme de Clapeyron l'isotherme T0. Partons d'un état initial, supposons qu'à l'état initial, eh bien, notre corps est à l'état vapeur. Donc, c'est représenté par le point A, eh bien, de coordonnées VA et PA. Donc, le système initial, eh bien, il est défini par PA, VA et T0. Très bien. On va comprimer notre système. Donc, on va agir sur le piston pour le comprimer. Soit, par exemple, eh bien, quand on comprime, on passe à un deuxième état défini par le point B, donc de coordonnées PB et VB. Évidemment, ici, on a toujours la vapeur tant que la pression de la vapeur n'a pas encore atteint la pression de vapeur saturante à la température T0. Notons par exemple PS, cette pression de vapeur saturante. Eh bien, c'est quoi? C'est tout simplement la pression qui correspond au changement d'état du corps étudié à la température T0. Autrement dit, quand la pression ici va atteindre PS, on va pouvoir observer l'apparition des gouttes de liquide. Donc pour le moment, on va suivre donc l'évolution de notre système. Donc c'est une sorte d'isotherme à T0 jusqu'à PS. Alors maintenant, vous voyez ce qui se passe au point S. Dans les conditions donc PSVS, on a la vapeur, mais aussi l'apparition d'une première goutte de liquide. La vapeur est ainsi dite vapeur saturante.
alors qu'ici on l'appelle vapeur sèche. Bon, au-delà de ce point-là, tant que vous avez la vapeur et le liquide, eh bien, T0 étant fixe, automatiquement, la pression de notre système restera égale à PS. Le système étant évidemment monovariant. Alors, évidemment, en partant de S vers D, on transforme de plus en plus du liquide vers, de la vapeur vers le liquide. Mais, bon, finalement, on va pouvoir transformer entièrement la vapeur. Par exemple, au point D, on va observer la liquéfaction, il y a la disparition de la dernière goutte, la dernière bulle de vapeur. Donc, au point D, on a ce qu'on appelle le liquide saturant. Pour P plus grand que PS, si on continue maintenant à comprimer, étant donné que nous avons juste le liquide, donc maintenant on va pouvoir faire varier la pression, le système étant bivariant. Bon, de A à S, nous avons la vapeur sèche, donc la variance égale à 2. La pression peut très bien varier, même si la température est fixe. Entre S et D, nous avons l'équilibre liquide-vapeur. Le système est monovariant, donc la température étant fixe, la pression est automatiquement fixe. Au-delà de D, nous avons un liquide, donc système de nouveau bivariant, donc la pression peut très bien augmenter, même si la température est fixe. Alors maintenant, voyons un système d'isotherme, le diagramme de Clapeyron. Par exemple, eh bien, l'isotherme T1, on observe un changement d'état caractérisé par un certain palier, ici en bleu. Donc, sur ce palier, nous avons le liquide et la vapeur. Si maintenant une température T2 plus grande, eh bien, on a la même chose, mais avec un palier plus court. Pour T3, ça devient encore plus court, mais tant que la température est inférieure à une certaine température critique, qu'on note TC, donc vous devinez que le palier se raccourcissant va tendre vers un point, le point C, qu'on appelle le point critique. Alors évidemment, au point C, bien, le palier est réduit à 0, donc on n'a pas de palier de changement d'état. Alors pour une température plus grande que TC, bien, on n'a plus le changement d'état, on n'a plus ce palier de changement d'état. Bon, les points qui ressemblent au point A, où vous avez la disparition de la dernière bulle de vapeur, donc on a un liquide saturant, et l'ensemble des points là, on l'appelle courbe d'ébullition. En fait, pourquoi ébullition? Parce que en partant de la gauche, si on fait une détente du liquide, arrivant au point A, apparaît la première bulle de vapeur. Autrement dit, ça commence au point A, ça commence l'ébullition. Maintenant, le point B, nous avons bien une vapeur saturante. C'est l'apparition de la première goutte de liquide. Donc, la courbe 1, en rouge, est appelée courbe de Rosé. Alors, l'ensemble des deux courbes 1 et 2 est appelé courbe de saturation. Théorème des moments. Alors, prenons le cas suivant, donc avec la courbe de saturation, ces deux parties, et la partie gauche, à partir de là, point critique, la courbe d'ébullition, ici la courbe de Rosé, avec un palier de changement d'état. Très bien, au point A, on a donc la vapeur saturante, donc caractérisée par un certain volume VA. Il occupe le volume VA. Au point B, donc à la même température, puisque nous sommes sur le même palier, nous avons donc un volume VB et nous avons bien le liquide saturant avec un volume plus faible. Maintenant, on a un point M du palier. Autrement dit, pour un volume V donné, nous avons à la fois la vapeur et le liquide. Notre système étant fermé, donc, la vapeur saturante et le liquide saturant ont même masse M0. Par contre, dans l'état M,
la masse M0 est répartie entre la phase vapeur et la phase liquide. Donc la vapeur a pour masse MV, le liquide a pour masse ML. Alors la règle des moments, bien le théorème des moments, ça nous permet de calculer une relation simple. La fraction massique, c'est-à-dire la masse de la vapeur sur la masse totale du corps, M0, eh bien c'est tout simplement V moins VB sur VA moins VB. Autrement dit, puisque c'est un rapport, eh bien c'est BM sur BA. Donc dans un problème, il suffit de prendre votre règle, eh bien vous mesurez MB, vous mesurez AB, et le rapport c'est bien la fraction massique de la phase vapeur. Évidemment, le complément, c'est la fraction massique de la phase liquide. Donc, c'est bien AM sur BA. Maintenant, on va à notre diagramme. Diagramme entropique, et bien la température en fonction de l'entropie. Bien, nous avons ici un système qu'on va chauffer cette fois-ci. On va faire varier la température, mais à pression constante. Alors, pour garder la pression constante, eh bien, ici, on va mettre un piston apte à bouger, à se déplacer, donc il n'est pas bloqué. Donc, voilà, quand on chauffe, on va négliger la masse du piston, eh bien, on chauffe d'une façon quasi statique. Par suite, la pression du fluide est égale, l'équilibre mécanique étant imposé, eh bien, est égal à la pression extérieure, donc est égal à P0. Donc, on va chauffer à pression constante. Autrement dit, on va tracer maintenant un diagramme isobar, la température en fonction de l'entropie. On va partir du point A, donc en faible température. Bon, le corps est certainement liquide, donc de masse M0, donc les conditions TA et P0. Eh bien, pendant le chauffage, eh bien, on se déplace, donc la température augmente. Donc, tant que vous avez le liquide, donc pas de problème, eh bien, la température varie. Vous avez toujours le liquide. Mais quand on va atteindre le point B, quand on va atteindre la température de vaporisation, on va pouvoir voir apparaître la première bulle de vapeur. On a bien donc un liquide saturant. Et tant que vous avez le liquide plus la vapeur, bon, si vous chauffez, eh bien, la température reste fixe, étant donné que le système est monovariant, la pression étant imposée. Donc, on observe de nouveau un palier de changement d'état jusqu'au point C, où on va observer la disparition de la dernière goutte de liquide. Bien, au point C, nous avons donc une vapeur saturante. Bon, maintenant, si je prends un point M, donc entre B et C, j'ai bien un mélange liquide-vapeur, donc de nouveau avec pourcentage vapeur, pourcentage liquide. Donc là aussi, on peut utiliser la règle des moments pour déterminer la fraction molaire de la phase liquide, Cm sur Bc, et la fraction massique de la phase vapeur. Maintenant, au-delà du point C, nous avons une vapeur sèche, donc de nouveau de masse M0. Pour un point, par exemple, ici, pour une température TD, nous aurons donc notre système dans l'état TD P0. On peut aussi voir un diagramme aussi intéressant, diagramme enthalpique P en fonction de H. Donc là, également, on observe l'isotherme. Là, c'est une isotherme. Donc, en ce point de nouveau, on va avoir l'apparition de la première goutte de liquide. Donc là, nous avons un palier de changement d'état. Et voilà, donc là, c'est la phase vapeur jusqu'au point V, donc qui appartient à la courbe de Rosé, donc c'est la vapeur saturante. Donc on peut déterminer sur le graphe l'enthalpie massique de la phase vapeur, donc HV. Après, nous avons un palier de changement d'état jusqu'au point L, donc liquide saturant, évidemment auquel on peut associer l'enthalpie massique HL. Bon, après, vous avez la compression d'un liquide, eh bien,
les liquides étant très peu compressibles, on observe bien pratiquement la verticalité ici de la partie isotherme dans ce domaine. Donc nous avons le liquide ici, là dans ce compartiment le liquide et la vapeur, et là nous avons la vapeur, là on reconnaît de nouveau la courbe de Rosé jusqu'au point C, le point critique, et là évidemment on observe la courbe gauche, on observe la courbe d'ébullition. Évidemment ici on peut aussi appliquer la règle du moment. Donc, au point B par exemple, je peux déterminer la fraction massique de la phase vapeur avec la même règle, et aussi bien la fraction massique de la phase liquide. Maintenant, côté calcul, ce qu'il faut savoir, évidemment, pendant une transition de phase, eh bien, on note par exemple TV, la température de vaporisation, par exemple ici liquide-vapeur, ça va être valable pour les autres transitions de phase, c'est le même principe de calcul. Eh bien, on note HL et SL, l'enthalpie et l'entropie massique de A, donc de la phase liquide, et également HV et SV de la phase vapeur. Bon, supposons maintenant que à l'état initial, nous avons M0 phase liquide, sous forme liquide. Bon, l'état final, M0 entièrement transformé. Donc, nous avons la variation de l'enthalpie massique. Évidemment, c'est l'enthalpie de la phase vapeur HV, donc moins celle de la phase liquide HL. C'est par définition ce qu'on appelle la chaleur latente de vaporisation. Donc, on peut très bien définir la chaleur latente de liquéfaction, c'est HL moins HV, également celle de la solidification, etc. Bon, on peut déterminer donc la chaleur qu'on doit fournir pour vaporiser les M0 kg par exemple de A liquide. Eh bien, c'est bien delta H, la variation de l'enthalpie. Bon, le processus étant isobar, donc c'est bien M0 fois LV. On peut même déterminer la variation de l'entropie massique, donc S vapeur moins S liquide, delta S, c'est LV sur la température de vaporisation, et également déterminer la variation de l'entropie du système. Donc voilà, c'est M0 fois la variation de l'entropie massique. Maintenant, supposons qu'on n'a pas transformé entièrement A en vapeur. Eh bien, au départ, nous avons M0 sous forme liquide, mais bon, à l'état final, nous avons juste transformé ou bien vaporisé MV. Eh bien, évidemment, delta H inclut la chaleur reçue, évidemment, c'est MV fois LV. Et la variation de l'entropie, c'est pareil, eh bien comme tout à l'heure, il suffit de prendre maintenant MV au lieu de M0. Maintenant, on peut déterminer l'enthalpie du système sur le palier, en fonction des enthalpies massiques et de la fraction massique, par exemple, de la phase vapeur. Donc, en divisant par M0, donc on aura l'enthalpie massique. Donc, c'est bien, voilà, en fonction des enthalpies massiques et de la fraction massique. On peut également déterminer l'entropie massique si le même. Bien, maintenant, on va voir une autre application très importante. Eh bien, c'est le cas, évidemment, qui intervient dans le cas des machines frigo. Donc, là, on voit très bien un cycle dont une partie est, évidemment, est confondue avec les paliers de changement d'état. Par exemple, ici, AB, bon, c'est entièrement donc, confondu avec le changement d'état. Ici, nous avons D, le corps est biphasé. Alors, AD est un processus isentropique. Bon, voilà, donc là, nous avons deux isobars et deux isentropiques. Eh bien, on demande par exemple, eh bien, question classique, de déterminer la fraction massique de la phase vapeur en D. Eh bien, bon, très simple, c'est d'appliquer la règle du moment. Eh bien, c'est ED, bon, on mesure, on prend notre règle, on mesure ED, on mesure EC. Eh bien, le rapport, ça donne fraction massique. Mais, bon, supposons qu'on n'a pas cette partie-là, bon, c'est un cas fréquent. Comment calculer la fraction massique? On va faire un petit calcul, eh bien, on va calculer la variation de l'entropie entre A et D, d'accord? Et évidemment, nous avons SA égale SD, étant donné que vous avez bien une détente isentropique.
Bon, en A, nous avons la masse est entièrement sous forme liquide à la température T2. En D, nous avons MV vaporisé et ML toujours à l'état liquide, mais à la température T1. Très bien. Donc, la variation de l'entropie, c'est tout d'abord la masse M0 qui passe de l'état T2 liquide à l'état T1 liquide. Donc, c'est bien M0Cl, bon, Cl étant la capacité thermique de la phase liquide. Donc, ln T1 sur T2. C'est pas difficile à calculer. Donc, on écrit ds égale à delta Q sur T. Et on intègre entre T2 et T1. La deuxième, eh bien, ça correspond à la vaporisation de MV. Donc, c'est bien un changement d'état. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, c'est bien MV LV sur T1. Alors, la variation de l'entropie étant nulle, eh bien, on va pouvoir, évidemment, calculer ici la fraction massique de la phase vapeur qui est égale, voilà, à l'expression suivante. Donc, connaissant la chaleur massique, la chaleur latente de vaporisation à la température T1, bon, les deux températures T1 et T2, donc on va pouvoir calculer la fraction massique de la phase vapeur.